Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, ça faisait un bail, française a fortiori. Il s'agit donc de Point du jour de Léo Henry et Stéphane Perger. Alors le titre complet, le titre exact serait La balade de Jean et Bobby et autres récits de Point du jour. C'est donc avec une couverture et des illustrations intérieures magnifiques de Stéphane Perger. Ça a été publié aux éditions Cella dans la collection 111 111 plus. Ce sont des récits qui ont été composés entre 2012 et 2016, mais le livre est sorti en 2017 et il fait 169 pages. Les habitués de ce blog, s'il y en a, ont sans doute eu bien des occasions d'y croiser le nom de Léo Henry. Encore que, moins ce que l'on aurait pu le croire en fait, c'est qu'à une époque j'ai été amené à travailler, disons, via Dystopia essentiellement, mais il faut y ajouter Le Norn avec Luvan et le Rafchin, ainsi que le premier et septième numéro du fanzine Bazar Maniac, sur des livres du talentueux bonhomme, dès lors impossible à critiquer en ces pages d'interlope. Ce qui explique par exemple pourquoi je n'ai jamais livré la moindre critique des livres en rapport avec Yermina Dingrad, écrit en collaboration avec le très regretté Jacques Mucchielli, et y associant ensuite également les excellents aussi Stéphane Perger et Laurent Klotzer. Ce qui ne m'a pas empêché de les adorer, je peux bien le dire maintenant en toute bonne foi. Et d'autres choses encore signées Léo Henry, comme pour m'en tenir aux titres les plus récents et hors Dystopia Scylla, Philippe K. Dick Goes to Hollywood ou encore La Panse. Ces derniers toutefois relèvent peut-être d'un versant plus abordable de Léo Henry, là où Point du jour qui nous intéresse aujourd'hui, à l'instar de certaines Yermina Dingraderie et de certaines des nouvelles par email, j'y reviendrai ça et là, c'est peut-être davantage la face nord. À supposer que la face nord est la plus ardue, mais Taniguchi ou pas, un moi et l'alpinisme, bon. D'où deux difficultés peut-être rédhibitoires quand il s'agit de chroniquer tout cela. Premièrement, l'auteur est un copain, c'est dit. Ça ne me facilite pas la tâche qu'il s'agisse d'en dire du bien ou du mal dans une égale mesure, je crois. J'ai l'audace niaise de me croire capable dans l'absolu de faire preuve d'objectivité quand c'est nécessaire, mais je pourrais me tromper. À vous de voir ce qu'il en est au-delà de cet aveu préliminaire. Deuxièmement, putain, j'ai rien compris à ce bouquin. Mais rien de rien. Et c'est sacrément problématique tout de même. Disons franchement les choses, j'ai failli abandonner ma lecture en cours de route. Je me suis fixé, passé un moment, une page limite, la 80e, pour déterminer si ça valait le coup de continuer. J'expliquerai le comment du pourquoi plus loin. Arrivé à la dite page, j'ai supposé qu'il valait mieux continuer, ce que j'ai fait, et je ne le regrette pas. Reste que je n'y ai rien pané dans l'ensemble. Pourquoi alors avoir continué? C'est une des choses qu'il me faudra tenter d'expliquer dans cet article qui s'annonce un peu confus. Point du jour, ou plutôt le titre complet, La balade de Jean et Bobby et autres récits de Point du jour, est un recueil de nouvelles empruntant le cadre commun de Point du jour. C'est quoi Point du jour? Voyez la section suivante de cet article et tremblez devant mon incompréhension. Mais parlons plutôt ici de l'histoire éditoriale, disons. Le recueil est partiellement inédit. 3 des 10 textes le composant n'avaient jamais été accessibles auparavant, dont la novella La balade de Jean et Bobby, de très loin le plus long texte du recueil. L'essentiel, au plan prosaïque du nombre de caractères, est donc totalement inédit. Mais le reste guère moins au fond. Si la nouvelle au carrefour agenouillé qui ouvre le bal figurait dans le recueil Le Diable est au piano, paru à la Volte en 2013, 2 autres ont été publiés dans des revues à la diffusion éventuellement confidentielle, Down There by the Train dans Angle Mort, dont j'avais beaucoup aimé les premiers numéros, et Jersey Girl dans Secousse. Puis 4 dans le cadre des nouvelles par email de l'auteur, une publication très informelle donc pour des textes souvent brefs, voire très brefs, et plus qu'à leur tour hermétiques, mais ça c'est moi. L'ensemble a été composé entre 2012 et 2017 jusqu'à constituer ce petit volume, qui a d'autres particularités au-delà. Ainsi, il est publié aux éditions Scylla, cousine de Dystopia, par des gens bien donc, et dans le cadre de l'improbable collection 111 111, qui ne comptait jusqu'alors qu'un seul titre, Il faudrait pour grandir oublier la frontière, de Sébastien Juillard. Concept tout de même particulier donc, livrer une novella faisant très précisément 111 111 signes de la première lettre du titre au point final. Allons bon. Vous me direz, personne ne va compter les signes pour vérifier, et c'est vrai. Mais honnêtement, Léo Henry aime bien les jeux de contraintes, et je ne doute pas que sa novella inédite compte très précisément ses 111 111 signes, etc. La dite novella, c'est donc La balade de Jean et Bobby, qui compte 24 très brefs chapitres et constitue le gros du recueil. Mais c'est donc bien cette fois d'un recueil qu'il s'agit, parce que les règles, bon, hein. En fait de 111 111, nous avons donc un 111 111 plus, où 9 nouvelles bien autrement courtes encadrent la centrale. Balade de Jean et Bobby, centrale dans tous les sens du terme, car c'est bien ici le texte qui occupe le long milieu du recueil, mais c'est aussi le récit qui permet,
à ceux capables de le saisir, j'en ai pas exactement fait partie, de lier tous les autres, comme un anneau maléfique, disons. Les personnages de Jean et Bobby, auxquels il faut, semble-t-il, ajouter ce type qui aimerait bien qu'on l'appelle Ishmael, et qui se fait très vertement rembarrer, bien fait pour sa gueule, oh, et d'autres encore, et d'autres trucs au-delà des personnages. Ceci en notant que l'auteur, joueur, ah bon, nous livre en fin de volume 3 ordres de lecture différents. La table des matières, l'ordre de la narration et l'ordre de la collation. Entendre par là semble-t-il l'ordre de conception et de livraison des textes. Parce que je suis affreusement banal et ennuyeux comme garçon, j'ai lu Point du jour dans l'ordre de la table des matières. C'est navrant, je sais, quel manque d'audace, etc. Ah, et il faut y ajouter pour les plus pervers une playlist directement liée au titre des nouvelles, mais qui comprend beaucoup trop de Johnny Cash pour être honnête, à mes oreilles d'inculte. Oui, je ne connais à peu près rien de tout ça. Enfin, l'excellent, lui aussi Stéphane Perger, est associé à l'entreprise avec son nom sur la couverture au même niveau que celui de Léo Henry. Et non en tant qu'illustrateur noyé dans les crédits. Cela avait déjà été le cas notamment dans Barayogoy et Tadjele, mais je ne sais pas dans le cas présent si cela traduit un rôle particulier dans le processus créatif. Entendre par là qu'il n'aurait pas seulement illustré des nouvelles déjà écrites par Léo Henry, mais aussi travaillé en amont ou en parallèle, etc. Quoi qu'il en soit, il livre une fois de plus un travail admirable. Ce Point du jour est un très joli objet. Mais, bordel, c'est quoi Point du jour? Ou plutôt, c'est quoi Point du jour sans les italiques? Excellente question, hein? À moins qu'il ne s'agisse de la pire de toutes, d'emblée un témoignage de ce que je n'ai absolument rien pané à tout ça. On suppose qu'il s'agit d'un contexte général des 10 nouvelles. On suppose car on ne nous le dit pas au-delà du titre complet, les punks de Scylla comme ceux de Dystopia étant contre les quatrièmes de couverture. Reste que tout naturellement, j'ai été tenté de situer Point du jour. Un réflexe bien connu sans doute des amateurs de science-fiction comme de fantasy. Non, il n'y a pas de carte. Les premiers récits m'ont évoqué des images renvoyant tantôt au western, tantôt au post-apocalyptique, ou les deux à la fois, car ça n'a assurément rien d'incompatible. Mais d'autres éléments plus loin dans le texte ont pu m'éloigner de ces présupposés, peut-être un peu ternes par ailleurs, ou en tout cas trop communs. Ne serait-ce que parce que le monde que je concevais à vue de nez plutôt désertique et sauvage, un avatar chelou de la frontière, chelou oui, mais d'abord frontière, s'avère en fait éventuellement dense et émaillé de traits marqués de civilisation. Les plus marqués en fait, des chaînes de supermarchés françaises, comment ça tue trop l'ambiance, et des motels Heartbreak Hotels à Lambon. De quoi ranger, même si dans un soupir de frustration, ses colts et son cache-poussière. Mais bon, c'était un mauvais point de départ, hein. À l'évidence, nous sommes en milieu urbain, avec Point du jour. Portuaire, même. La mer pue l'égout et en a la couleur, mais ça ressemble quand même à la mer. On dirait. Mais le problème alors, c'est peut-être dans le délimiter les frontières à défaut de la frontière avec un grand F majuscule. Ça va visiblement plus loin que la zone économique exclusive. En fait, la ville portuaire pourrait tout aussi bien avoir les dimensions d'un monde entier. Allez, c'est même plutôt ça, peut-être. Avec aussi tout un réseau de tunnels, habitactoniens de taupes et de lombriques qui sont aussi des hommes et des femmes, ou bien. Mais au moins c'est de la SF, hein. Ça fait, il y a Bobby, c'est une gynoïde, c'est un robot, et ça fait du bien de pouvoir se rattraper à quelque chose, même une Amazone de synthèse. Bref, d'emblée le cadre me laisse perplexe, car, et Bobby n'y change en fait rien, c'était une fausse piste, moi aussi je peux en semer, haha, ce cadre est essentiellement insaisissable, du moins pour une tanche de type nébalien régressif. La playlist et les titres des nouvelles en forme de chansons pourraient donc éclairer ceux qui savent déjà, ceci dit, mais ce n'est pas mon cas, et Johnny Cash sait très bien ce qu'il peut en faire de sa couronne d'épines. Never forget, never forgive. Je suis donc supposé comprendre quelque chose à tout cela quand je n'en comprends même pas le cadre. Ah, c'était mal engagé. Les premiers récits ne m'ont certes pas facilité la tâche. À chaque page, le même sentiment. Formellement, c'est assez joli, c'est encore mieux quand il y a des illustrations de Stéphane Perger en miroir, mais j'y capte Zobi. Les phrases défilent, elles impriment l'œil, exceptionnellement s'insinuent jusqu'au cœur sinon la tête, mais le sentiment demeure de ne rien paner et qui s'avère de plus en plus frustrant à mesure que cette incompréhension généralisée se perpétue. Je me suis dit, et c'est un préjugé que j'ai d'emblée associé aux nouvelles par email en fait, Léo Henry envoie balader, haha, tout récit, il fait dans le poème en prose, ce qui est forcément mal, sauf chez Clark Ashton Smith et ses modèles rigolos, Poe et Baudelaire, enfin Poe bon. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être du récit dans tout ça. D'ailleurs, le titre complet du recueil mentionne bien des récits de Point du jour, hein. Ça peut pas être une blague. Une mauvaise blague.
Figurez-vous qu'avec toute l'estime immense que je voue à Léo Henry, je me suis quand même posé la question, en y associant même, parce qu'on ne se refait pas, plus qu'un soupçon de paranoïa. Genre, tout ceci est un piège conçu à ma seule intention, afin de révéler à la face du globe, qui, oui, n'en a rien à foutre, mais c'est sans doute un détail, afin de révéler donc que, de manière générale, je ne comprends rien à ce que je lis. Double effet qui se pas cool, donc d'abord je ne comprends rien, ensuite j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule parce que je ne comprends rien. Les pages défilent, assez lentement d'ailleurs, parce que je m'accroche. Moins je comprends, plus je fais des efforts. Et notez, là oui je m'en rends compte, ces efforts je ne les aurais peut-être pas fait avec un autre auteur que le camarade Léo, probablement pas même. Mais rien n'y fait. Je commence à me dire vers la 50e page que ce n'est pas la peine de continuer. Ceci étant, c'est le moment où commence la novella, la balade de Jean et Bobby. C'est le gros du recueil, le 111 111 qui justifie le plus. Je me dis qu'il faut au moins tenter ça. Je me fixe une page limite, la 80e. Grosso merdo, la moitié du bouquin et plus ou moins celle de la novella aussi. Et est-ce un miracle qui opère? Arrivé à cette page limite, je décide de continuer ma lecture jusqu'au bout. Non que j'y comprenne quoi que ce soit. Sous cet angle, ça ne s'arrange pas vraiment. Bon, peut-être un tout petit peu quand même. Mais le ton le plus ouvertement humoristique me parle davantage. Tout en renforçant mon sentiment paranoïaque que l'auteur se fout de ma gueule. Oui, très spécifiquement de ma gueule. Ceci en raison du jeu sur la narration qui constitue, d'une certaine manière, le substrat de la novella. Citons, page 67, Ishmael a un petit don pour les sourires mystérieux. Ceux que son histoire ennuyait sont partis à ce stade, ceux qui demeurent plus faciles à tenir, peut-être. Ils ne sont après tout pas beaucoup plus de 10. Provocation. Et ça continue, page 101. Au fur de son chapitre, Ishmael a vu ses auditeurs filer les uns après les autres. De 12 on passe à 9, et de 6 à moins de 4. Lorsque le dernier s'en va sans croiser son regard, sourire Marie au travers de la face, le compteur se lève pour suivre le mouvement. Reprovocation. Et tout ceci n'est pas très gentil quand même, d'autant que je ne suis pas très défi comme garçon. Enfin oui, à l'évidence, je suis susceptible. Je suis aussi flemmard et veule. Alors, là encore, pour tout autre que Léo Henry, eh bien... Reste que la balade de Jean et Bobby m'a rattrapé pile au moment où je songeais plus que jamais à arrêter les frais. Donc j'y ai compris beaucoup plus que dans les récits précédents, mais je suppose un tout petit peu plus quand même. Peut-être pas assez pour vous résumer ou même simplement pitcher la chose en fait. Essayons quand même. La femme lombrique Jean accouche d'une petite fille du nom de Max, parce que c'est un nom bien pour une fille, ceci sous la protection de la gynoïde Bobby, sculpturale, et qui a bien meilleur fond que son caractère. Encore que Jean la surpasse peut-être au niveau caractère de cochon, même lombrique. Pour des raisons que je n'ai pas bien saisies, le trio s'aventure dans des tunnels de rataupe en quête d'un bonhomme du nom de Double Brasse, sorte de chirurgien mystique qui devrait pouvoir les aider en faisant des trucs. Éventuellement dans le cadre déprimant d'un Heartbreak Hotel et en racontant des blagues, haha, éventuellement. Mais tout ceci est un récit, n'est-ce pas? Un récit, haha. Ça implique ici, sinon ailleurs, à moins que ce ne soit la grosse révélation de la chose, un conteur, le guignol qui aimerait bien qu'on l'appelle lui Ishmael. Il faut dire qu'il a ses raisons, son auditoire étant constitué de cétacés, hein? Et du coup, Léo Henry, le conteur derrière le conteur, à défaut des baleines et cachalots, l'appelle lui Ishmael, manière de rappeler qui c'est le patron. Et ce binôme joueur de jouer, donc, avec les codes de la narration, au gré d'une histoire qui s'affiche en tant qu'histoire et improvisée encore, façon fanservice, et qu'importe si les fans sont des cétacés, dit la baleine, et elle se cache à l'eau. Il faut un monstre, il faut du mystère, des digressions, sinon c'est pas drôle, des flashbacks et des prémonitions pour faire artiste, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ça m'a bien plu, même avec la conviction qu'on se moquait de moi, admettons, moi parmi d'autres. Admettons. Le ton y est pour beaucoup, à vrai dire, la balade de Jean et Bobby est donc un texte où la composante humoristique est importante, si elle n'est peut-être pas tout à fait la seule. J'y ai vu, à tort ou à raison, un contraste marqué avec les textes qui précédaient, puis ceux qui suivaient. À tort peut-être, car quelques critiques lus ça et là avançaient que l'ensemble de Points du Jour était très rigolo. Ah, parce que j'ai pas du tout eu cette impression, moi. Avant et après la balade de Jean et Bobby, tout ça m'a paru bien plus grave. Tristoun d'archesque, avec une emphase poétique marquée, peut-être celle d'un adolescent qui se fringue en noir, parce que... Reste que la balade de Jean et Bobby est ce qui m'a permis de lire ce recueil jusqu'au bout. Sans y capter grand-chose, hein, mais s'il n'y avait pas eu cette novella, j'en serais resté au stade de je n'y capte absolument rien, et j'aurais fini par laisser tomber. Genre à la page 80 donc, ou 83 pour faire rebelle à la lecture moins mécanique. C'est donc une putain de victoire, relativement. On a celle qu'on mérite, je suppose.
Mais autour de la balade de Jean et Bobby, des choses plus graves donc, ou pas. Des choses peut-être très vaguement éclairées par la novella qui permet au moins de donner des noms à quelques personnages. Si c'est d'une utilité quelconque, je suppose que ça l'est, une supposition vague. Reste quoi alors? Des images, je suppose, parce que la seule plume, au sens le plus sonore, même très jolie dans ce flou généralisé, n'aurait donc pas suffi à préserver mon intérêt plus que vacillant. Alors, quoi? Dans Down There by the Train, les gens qui mangent le roi. Dans Le Bon Dieu qui n'est pas gentil, les gens qui courent. Guère plus, hélas. Ces récits m'ont sans doute davantage parlé que les autres, même en n'y comprenant rien. Mais bon. Aussi à faire défiler les pages des récits précédant la balade de Jean et Bobby, puis ceux qui la suivent, mais le rapport n'est alors pas tout à fait le même, des noms qui ressortent. Bobby, ok. Jean, oui. Ishmael, double brasse. Mary Jane aussi, que je n'avais pas mentionné jusqu'à présent. Des liens qui peuvent faire comprendre peut-être à des plus futés que moi. C'est qu'à ce stade, même rassuré un chouille par la novella, je n'attendais finalement plus grand-chose des récits périphériques. L'expérience un brin douloureuse de totale incompréhension des textes antérieurs m'a blindé défavorablement pour les textes suivants. Je n'en attendais pas grand-chose. Enfin, si, peut-être quand même le récit, par double brasse, de celle du chameau et du pastis calva avec la cerise au milieu. Page 118. En vain, ce qui est quand même bien frustrant. Sentiment général concernant ce recueil. Non, je n'y ai rien pané, et je pèse bien l'absurdité qu'il y a à vous soumettre dans les 20 000 signes, espace comprise, pour vous dire et répéter que je n'y ai rien pané. Bordel, quelque chose comme 1/6 d'un titre de la collègue. Non, je ne vais pas poursuivre jusqu'au bout. J'ai aimé la balade de Jean et Bobby, mais au point où ça m'a sauvé le recueil, ça et le fait qu'il s'agisse d'un très bel objet, merci Stéphane Perger. Je continuerai à faire l'éloge de Léo Henry, un écrivain assurément très talentueux dont j'ai beaucoup aimé à peu près tout ce que j'ai lu, mais ce ne sera donc pas au critère de point du jour. Je suppose que cet étrange ouvrage saura convaincre et charmer d'autres lecteurs, moins obtus que votre serviteur, mais en l'état, je ne peux pas personnellement le recommander. Ce qui ne signifie en rien qu'il soit mauvais dans l'absolu, très probablement pas en fait. Mais je fais dans le blog là, je ne peux pas évacuer le ressenti personnel. D'autant qu'en l'espèce, ça serait foncièrement malhonnête de ma part. Le fait est que je n'ai globalement pas aimé ce recueil, parce que je n'y ai rien compris. Tiens, je l'ai répété encore une fois.